Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 15, le travail éditorial des manuscrits chez les éditions critiques avec Éric Marcelin. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. On poursuit notre conversation avec Éric Marcelin de la librairie et des éditions critiques qui nous a fait le plaisir et l'honneur de cette conversation au long cours sur cette saison 8. On a parlé d'édition, on a parlé d'histoire de l'imaginaire. On va entrer un peu plus cette fois dans les coulisses en parlant de travail éditorial, de son but, de la manière dont il se réalise, ainsi que de la manière de bien réaliser sa soumission de manuscrits et l'évolution et les perspectives d'avenir pour le marché de l'imaginaire en France. Et une fois donc qu'il y a un manuscrit qui a été sélectionné, donc l'auteur est content, l'éditeur aussi, comment se passe le retravail avec les auteurs en fait? Comment ça fonctionne cette partie-là chez vous? Alors, en fait, on fait un vrai travail d'équipe, hein. C'est-à-dire que le manuscrit reçu, c'est pas juste correction orthotypo, quoi, et mise en page, et puis on fait une couverture, et puis basta. Le but, c'est d'essayer d'amener le texte le plus loin possible. Donc, en fait, notre rôle en tant qu'éditeur, un petit peu, sur des manuscrits reçus, c'est d'essayer de choper la perle brute qui se cache derrière, parce que c'est très très rare de recevoir un texte qui est parfait, quoi. C'est exceptionnel, hein. Ça nous est arrivé peut-être une fois de recevoir un texte où on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait sur ce texte-là pour dire qu'on a été l'éditeur? Parce que le texte il est très très fort, mais il y a toujours des choses à trouver, quoi. Alors après, c'est l'œuvre de l'auteur, donc il reste seul décisionnaire des avis émis, des conseils prodigués. Il y a certains auteurs à qui on a dit ouais la fin là par exemple la fin va pas, quoi, donc faut la refaire. Alors soit tu donnes des pistes, soit tu donnes pas de pistes. Au départ tu donnes pas de pistes a priori puisque c'est l'œuvre de l'auteur. Tu lui dis bah écoute juste pourquoi tu trouves que ça va pas, qu'est-ce qui va pas, est-ce que tu envisages autre chose. Et il y a des auteurs qui disent bah non moi je la trouve très bien ma fin, ou ma double fin des fois. Je trouve ça très bien. Et ensuite derrière bah il va y avoir des chroniques de blogueurs, de libraires, etc. qui vont dire ah il était bien ce livre mais la fin voilà. Et là tu dis ah tiens la prochaine fois tu m'écouteras peut-être, mais on respecte le choix de l'auteur et c'est normal. Ensuite il y a des auteurs qui ont un style littéraire peut-être pas suffisamment avancé, donc on va essayer de les faire avancer dans leur style. La construction de l'histoire elle est bancale, les personnages sont pas assez forts. Voilà, il y a plein de choses à faire évoluer dans un texte, hein. Et il y a un apprentissage aussi. Je veux dire, quand tu étais apprenti libraire, ben t'es meilleur libraire 7 ans après que la première année où t'es libraire, quoi. Alors que pour certains, ils ont eu une formation de 2 ans pour devenir libraire et ils ont fait des études littéraires avant. Mais malgré tout, ils deviennent de bons libraires au bout de 7 ans. Un éditeur, je pense que c'est pareil. Un éditeur au départ. Alors, éditeur, ça dépend. Il y a les directeurs d'ouvrage, les directeurs de collection, directrices de collection. Voilà, je veux dire, il y a plein de métiers au sein de l'édition et on devient de mieux en mieux au fil des années, comme les auteurs, je pense. Voilà, on voit bien les auteurs qui évoluent, hein, et où tu as le déclic. C'est comme un sport cérébral, hein. Quand tu fais du sport, des fois, tu comprends pas tout. T'essayes, on te dit, tu dis, ouais, ouais, ok, je comprends. Intellectuellement, je comprends ce que tu me dis. Par contre, j'arrive pas à le faire. Et puis, 3 ans après, 4 ans après, après avoir écrit quelques textes, pouf, clac, déclic. Et tu dis, mais punaise, mais ouais, c'est vrai. Et des fois, tu as des éditeurs bah, qui l'ont eu ce déclic-là aussi, parce que à force de lire, à force de réécrire, parce que c'est un travail d'écriture en compagnie de l'auteur aussi, d'être directeur d'ouvrage ou directrice d'ouvrage, et ben les déclics, ils les ont eu en travaillant avec plein d'autres auteurs. Donc, ils peuvent apporter conseil aux nouveaux qui arrivent en essayant de lui faire gagner des étapes, on va dire. Donc nous, on fait ce travail-là. Et quand on parle des petits nouveaux qui arrivent ou des moins nouveaux d'ailleurs, qui vous envoient des manuscrits, est-ce qu'il y a en fait donc des défauts à éviter vraiment quand on vous envoie un manuscrit en soumission? Alors, le défaut, c'est pour débuter, d'envoyer des sagas, déjà. Parce que commencer par une saga, c'est peut-être pas le bon truc. Ou d'envoyer un pavé d'1 500 000 signes, c'est peut-être pas le bon truc non plus, parce que d'une, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne la saga ou qu'il est pas bon le titre qui est énorme, mais un titre énorme, il va pas être lu. Alors déjà pour que l'éditeur le dise, il va se dire putain 1 500 000 signes, un auteur machin, ça commence
peut-être pas super bien, mais peut-être que la suite est super bien et qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'on peut le faire évoluer. Mais c'est un pari, c'est long, c'est beaucoup d'énergie pour peu d'espoir derrière. Alors que si t'envoies un manuscrit plus court, plus incisif, avec tes défauts de débutant, mais où l'éditeur sent ce qu'il y a à faire sur ce texte-là et avec toi, eh ben il va s'engager plus facilement sur un texte de 300-500 000 signes que sur un texte d'1 500 000. Et il s'engagera, à l'heure actuelle, en tout cas de nos jours, c'est devenu vraiment la tendance quand même. Il n'y a aucun éditeur qui va s'engager avec un premier auteur sur une grande saga, sauf coup de cœur extraordinaire, mais hasard, mais la plupart du temps, il s'engagera pas parce que même avec un auteur établi, on sait que une série, ça s'épuise. Donc il faut en vendre beaucoup du tome 1 pour avoir une chance de vendre du tome 3, quoi. Donc un jeune auteur, on va éviter, quoi. Et faire attention à son style aussi, quoi. Voilà, essayer de faire évoluer tout de suite avant de l'envoyer, faire corriger par quelqu'un peut-être si on n'est pas fort en orthographe, ou utiliser des systèmes de correction minimum en ligne, ou acquérir Antidote qui est pas si cher que ça si on veut se faire éditer, pour déjà envoyer quelque chose qui a pas trop de coquilles. Et puis en essayant de faire évoluer. Un des trucs, c'est voilà, faire des descriptifs de personnages immédiatement sans l'introduire, etc. Ça, c'est un peu lourd aussi. Alors, tous les trucs un peu lourds, en fait, comme ça, il faudrait essayer de les éviter. Et le conseil, moi, que je pense qu'il faut donner aux jeunes auteurs, au-delà de tout ça, c'est aussi d'écrire, écrire des petits trucs avant, quoi. Essayer de publier dans des revues, sur le net, mais participer à des concours de nouvelles, mais faire des courts textes pour pas s'épuiser à titre personnel. Parce que c'est épuisant d'écrire quelque chose et d'être refusé, et de réécrire quelque chose et d'être refusé. On se sent nul, quoi. On se sent. Alors que, sans doute que non, mais voilà, comme on disait, c'est le même principe, quoi. Retravailler 500 000 signes, c'est beaucoup plus épuisant que d'en retravailler 100 000. Donc, commençons par écrire des textes courts, et ensuite, quand on a bien évolué, on s'attaque à plus dur, quoi. D'ailleurs, nous avons ici un très bon exemple d'auteurs ayant commencé par des textes courts avant de se mettre à la série très longue. N'est-ce pas, Lionel? Effectivement, je sais plus faire court maintenant, j'ai un vrai problème. Oui, bah ça, tu le géreras après ta série. Hein. Paraît-il qu'il va faire très court la prochaine fois. Oui, monsieur. Si, dernière recommandation, soigner sa présentation, c'est important, et bien cibler la maison d'édition. Parce que envoyer à tout va, c'est aussi s'assurer des refus dommageables, mais ce sera des refus parce que c'est envoyé à la mauvaise maison d'édition. Donc, comme la plupart du temps, il n'y a pas le temps de répondre, parce qu'on va recevoir entre 5 à 6 manuscrits par jour, déjà, ça va limiter le nombre de manuscrits reçus par maison d'édition. Et puis, si tu cibles directement bien avec une bonne lettre d'introduction, c'est compliqué, hein, j'ai pas d'exemple d'idée à donner comme ça pour bien présenter sa lettre de présentation, mais faut pas juste balancer, on reçoit des trucs comme ça, juste voilà mon manuscrit, merci de le lire. Bon, ça tu dis bon, ok, t'es gentil, voilà. Et t'as des lettres de présentation où il y a déjà 10 000 fautes dedans et c'est mal écrit, etc. Donc là déjà aussi tu vas peut-être pas ouvrir le truc. Et bien respecter les consignes de soumission des éditeurs. Si je peux me permettre, je digresse encore un tout petit peu sur la lettre de présentation. On aura peut-être des questions des auditeurs. Mais déjà, Rick, tu me dis si je me trompe. Je pense que quelque chose qui fonctionne quand même toujours, c'est soyez sincère dans la lettre de présentation. Et je pense que quand vous présentez bien votre projet tel qu'il est, et pas que vous essayez de le peindre sous des formes où vous dites ça va plaire ou tout ça, avant tout, essayez de présenter votre projet tel qu'il est et d'être vraiment sincère, ça paye toujours. Enfin, je sais pas ce qu'on pense. Oui, complètement. Faut être sincère, clairement. Et puis, voilà, bien cibler la maison d'édition, être sincère. Et un auteur comme ça qui m'a touché et qu'on a édité, c'est André David. Lui, c'est sa lettre de présentation qui m'a donné envie. Le titre du livre, déjà, m'a intrigué. Ça joue aussi quand même le titre du manuscrit, même si c'est pas forcément le titre qui sera choisi ensuite par l'éditeur, parce qu'il estimera que pour le marché, ça marche pas, etc. Mais ça, c'est une discussion aussi entre auteur et éditeur. Mais le titre du manuscrit, des fois, peut, voilà, les naufragés de l'Institut Fermi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est quoi voilà, c'est intriguant, quoi. Et après, tu commences à lire la lettre de présentation et tu dis, waouh, il a du style, quoi. Il a du style. Et puis, comme tu dis, il était sincère dans sa lettre. Et donc après, tu lis son synopsis, quoi. Donc, il a passé des étapes déjà tout de suite.
Alors, on va un petit peu maintenant parler d'autre chose que des relations avec les auteurs, parce que bon, on parle un peu trop de nous là. Et comment se porte l'imaginaire français, donc, à ton goût aujourd'hui? Depuis la création de Critique, quelles évolutions tu as pu voir dans le milieu en général? Bien, je pense que ça évolue pour le bien, parce que ça fait... quand j'ai ouvert Critique, effectivement, c'était pour porter les littératures de l'imaginaire, la porter au plus grand nombre, montrer que c'était de la littérature et pas des romans pour ados seulement. C'est une littérature de projection, d'avertissement, donc une littérature nécessaire et d'évasion, mais voilà, une littérature aussi qui nous parle d'aujourd'hui et de notre futur. Donc c'est une littérature qui a vraiment tout son sens et sa raison d'être. Et quand tu vois comment ça fonctionne au cinéma, dans les jeux vidéo, bah, tu dis pourquoi pas en roman? Et pourquoi c'était, parce que je pense que ça change, hein, pourquoi c'était considéré encore comme de la littérature pour ados retardés? Et donc, bah, j'ai investi du temps, de l'argent, de l'énergie, sans relâche, parce que d'une à la création de la librairie, bah déjà, il fallait rendre rentable la librairie en général. C'est quand même la BD qui a souvent porté l'ensemble de l'entreprise. Mais dans cette entreprise, il y a quand même 25% de la surface du magasin dédiée à l'imaginaire. Et cette surface-là, j'aurais pu la dédier à ce qui marchait plus, à la BD, en me disant bah c'est ça qui marche plus, quoi. Donc j'ai continué. J'ai embauché des libraires spécialisés aussi, qui s'y connaissaient très bien pour continuer à porter le truc, etc. Et puis, bah, ça a commencé à marcher, quoi, mais ça a mis du temps. Et bah, on s'aperçoit en fait que dans les années 2000, il y a plein d'éditeurs à cette montée d'imaginaire. Il devait y avoir un truc à se passer, quoi. Donc là, il y a, si je dis pas de bêtises, le Diable Vauvert, il s'est monté en 2000. La Volte, je crois que c'est en 2000. Actu SF, je crois que c'était pas loin. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'éditeurs de l'imaginaire qui se sont montés à ce moment-là. Et du coup, qu'on commençait à créer, je pense, à marcher. Ça a pris le temps. Et puis, bah, il y a toutes les générations effectivement nourries, comme je disais, aux films et aux jeux vidéo qui sont devenus plus grands et du coup qui créent leur librairie, qui cherchent à créer leur maison d'édition ou qui créent leur maison d'édition. Donc il y en a de plus en plus, ça prend de plus en plus de place et de visibilité auprès des médias. Et comme on est de plus en plus nombreux et que on en a marre de ce plafond de verre aussi qui cantonne les ventes des littératures de l'imaginaire à peu d'exemplaires au final, on s'est associés tous, on a créé l'association CCMI, collectif coopérateur du mois de l'imaginaire, où à l'initiative au départ, que je dise pas de bêtises, oui c'est à l'initiative des éditeurs poche, d'une personne qui travaillait chez J'ai lu à l'époque. Et puis, bah, tous les éditeurs grand format, on a dit que bah ouais, il fallait qu'on se réunisse tous ensemble pour porter l'imaginaire et donc créer un événement. Donc tous les mois d'octobre, créer le mois de l'imaginaire où le but est de placer dans les librairies généralistes, donc pas les libraires spécialisés parce qu'ils vendent déjà la littérature de l'imaginaire, mais de le placer ailleurs, quoi, dans les bibliothèques, dans les universités, de créer des événements pour que ça atteigne le plus grand public possible. Et donc là, j'ai plus en tête, mais ça doit faire 5 ans, hein, je pense que l'association existe. Et on sent que ça, je pense qu'il y a un impact, quoi, hein. On a de plus en plus de relais journalistiques, de plus en plus de libraires à suivre ce mouvement-là. Les diffuseurs-distributeurs qui commencent à comprendre aussi et à demander qu'est-ce qu'on fait pour le mois de l'imaginaire, parce que bah, ça devient un moment de vente important pour le secteur. Et bah, au fil de l'année, on essaye de continuer à avoir aussi des événements, mais du coup, ça demande de l'énergie de la part de tous les acteurs. Et comme toute association, il y a des éléments plus moteurs que d'autres. Et donc, bah, je profite s'il y en a qui écoutent là pour les remercier, parce que c'est vrai que sans eux, bah, ça ne continuerait pas. Et que à un moment donné, il faudra sans doute qu'il y ait des relais, et on va espérer que les relais se trouveront pour continuer à faire perdurer ce mois-là. Mais l'imaginaire se porte mieux que avant, clairement. Il y a peut-être plus d'équilibre entre tous les éditeurs qui existent qu'à un moment donné où il y avait quand même des acteurs majeurs sur le secteur. Là, c'est un peu plus équilibré. Puis je trouve qu'on voit vraiment au travers de tous les salons qui se montent aussi que vraiment c'est une littérature qui prend de plus en plus le pas, quoi.
Et pour l'avenir, alors, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver? Quels sont les grands combats que tu peux porter pour l'avenir? Que les journalistes s'y intéressent plus, parce que comme je dis, on arrive à les toucher, mais c'est quand même compliqué, qu'il y ait un relais média plus important, que ce soit télévisuel ou journalistique, sachant qu'aujourd'hui, on aimerait bien toucher ces grands médias-là, sachant que quand il y a des articles dans ces grands médias-là, ça change pas pour autant la donne au niveau des ventes, hein, parce que je pense qu'on est dans un marché qui évolue beaucoup au niveau du livre en général et notre société en général, où on sait plus trop où communiquer, comment communiquer, qui regarde quoi et où, parce que il y a tellement de supports d'information que toute nouvelle information est noyée. Mais on va dire plus il y a de relais, plus ça diffuse et mieux c'est. Donc que ça continue à diffuser comme ça, que l'association CCMI dure encore et que c'est une belle collaboration entre nous tous et que voilà que ça continue. Alors, l'actualité brûlante récente de Critique, c'est l'ouverture donc de Critique 2, la deuxième implantation juste à côté, et l'ouverture de la collection jeunesse, qui est donc un secteur... Je vous fais le coup à chaque fois, c'est énervant, hein. Eh bien, pour avoir la suite et la fin de notre conversation avec Éric Marcellin autour des éditions de la librairie critique, parler de la collection jeunesse, de la nouvelle librairie, de la collection BD et plein d'autres choses, il faudra suivre pour la fin de notre entretien avec Éric Marcellin, que nous remercions encore très chaleureusement de nous avoir donné autant de temps et autant d'informations si intéressantes et passionnantes. Comme à chaque fois, Éric a gentiment accepté de partager avec nous une citation du métier ou de la littérature qu'il affectionne particulièrement, et je lui laisse le dernier mot. On pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts. Citation Guy de Maupassant. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, et maintenant, assez procrastiné, allez écrire.